Les pompiers barrent déjà la route parce que la vallée sera inondée là-bas. J'aimerais continuer, je suis chasseur d'orage. Je fais ça depuis 8 ans, ne vous inquiétez pas. En 1 heure, il est déjà tombé dans les 80 litres au mètre carré. On se dirige maintenant vers la zone de forte précipitation. On verra bien ce que ça donne. Presque tous les jours, Bastian Werner traque les tempêtes en Allemagne. Il est chasseur d'orage amateur. Ce que je recherche dans l'orage, c'est sa beauté. J'ai besoin d'un beau front nuageux à photographier. Je n'aime pas le temps triste et gris. L'important pour moi, c'est la dynamique. Il faut suffisamment de vents ascendants qui vont structurer les nuages et donner corps à la cellule orageuse. Bastian a 25 ans et il est étudiant. La chasse aux orages est sa grande passion. Mais la météo est une science aléatoire. Je ne peux pas dire « Aujourd'hui à midi, il y aura une cellule orageuse sur la ville de Fulda ». Je dis juste qu'il risque de se passer quelque chose dans le massif de la Rhône et qu'on peut y aller. Je ne peux pas être plus précis. En somme, Bastian connaît la direction, mais pas la destination. C'est vrai que c'est un style de vie. Il y a là quelque chose de libertaire. En été, on veut être assez disponible pour pouvoir nous dire « Ok, on y va ». D'ailleurs, les chasseurs d'orage purs et durs s'arrangent pour avoir une activité compatible. Aujourd'hui, Bastian prend la direction de Stuttgart, où l'attend une importante cellule orageuse. Il a 2h30 de route devant lui. Ici à gauche, le ciel s'assombrit. Là. C'est la première cellule orageuse que nous allons rencontrer. Elle est toute petite, mais il est à peine 4 heures de l'après-midi. Les grosses tempêtes se forment généralement en soirée. Mais bien des orages prévus n'éclatent jamais. Le problème avec les périodes orageuses, c'est que moins du tiers de l'activité annoncée, tout modèle météorologique confondu, va vraiment se concrétiser. Au début de l'été 2018, de violentes intempéries font rage sur le cœur de l'Europe. L'Allemagne est particulièrement touchée. À certains endroits, plus de 100 litres de pluie s'abattent au mètre carré. Les centres-villes ont les pieds dans l'eau. Les sols rendus étanches et les canalisations trop étroites aggravent le problème. Y a-t-il vraiment une forte recrudescence des tempêtes? En tout cas, dans la région de Stuttgart, Bastian a la surprise de se retrouver au bout de quelques heures seulement en présence de ce qu'on appelle une supercellule. Une zone de perturbation profite de courants ascendants et tournoyants. En un rien de temps, elle génère des bourrasques, de fortes précipitations, de la grêle et même des tornades. Des épisodes supercellulaires pareils, ce n'est pas si fréquent en Allemagne. Là, c'est déjà la 2e supercellule que nous rencontrons ici. C'est rarissime. La plupart du temps, une seule supercellule va traverser la zone. Or, il y en a eu d'autres plus à l'est. C'est tout à fait inhabituel. Et ce n'est pas fini. Le front proprement dit se formera ce soir et il absorbera tout l'air chaud. Florian Hort décide souvent de rejoindre son ami Bastian. Avec un peu de chance, leurs photos se vendront bien. Vu de loin, la tempête et ses dangers ne manquent pas de charme. Le plus fascinant, c'est que ces orages se forment simplement par aspiration d'air chaud et donnent ces structures très photogéniques. Quand on voit les dégâts qu'ils peuvent causer, on se dit que c'est vraiment fou ce que la nature nous réserve.
Le front orageux va finir par nous rattraper. Alors on ferait bien de poursuivre notre route vers le sud sans tarder, si on veut profiter du prochain front. La veille, la petite ville de Furt im Wald, à la frontière tchèque, a été durement touchée. La grêle et la tempête y ont arraché des toits, détruit des églises, et certaines entreprises ont dû suspendre leur activité. C'est notamment le cas de la jardinerie d'Eva et Eric Hoffmann. Dans cette commune de 9000 habitants du Haut-Palatinat, cela fait 3 générations qu'elle est dans la famille. Contre des grêlons aussi gros que des balles de golf, les serres d'Eric Hoffmann n'avaient aucune chance. Il a fallu fermer l'entreprise, en tout cas les zones qui étaient sous verre. C'est très dangereux. Des vitres peuvent tomber à tout moment. Il faut déjà sécuriser ces espaces. Puis nous pourrons déblayer et ensuite seulement rouvrir au public. L'averse de grêle n'a duré que 10 minutes. Il s'agit maintenant de réparer les dégâts au prix d'un travail long et minutieux. Ludwig, le fils de la maison, devrait reprendre un jour l'entreprise, ou ce qu'il en reste. Tout ça, c'est bon acheté. Ouais, Rien n'a résisté, il faut tout éliminer. et mettre les vitres au conteneur. Je suis venu pour aider à débarrasser les débris. Il faut enlever toutes les vitres de la serre, ne serait-ce que pour y entrer et nettoyer. Peu à peu, l'activité pourra reprendre. Pour le moment, on a vraiment du mal à y croire, tellement il y a de casse. Ça fait mal de voir cette jardinerie en 1000 morceaux, quand on sait que ma famille a mis des générations à la construire. Outre la famille, l'entreprise compte aussi 3 salariés. Mais pour des raisons de sécurité, ceux-ci n'ont pas le droit de participer aux travaux de déblaiement. On ne sait pas encore quand la vente pourra reprendre. Il faut commencer par déterminer le montant des dégâts, ce qui n'est déjà pas simple. La grêle a détruit environ 1000 mètres carrés de verre et d'adhésifs. En ce qui concerne la marchandise, il doit y avoir 10 à 15 000 euros de dégâts. Pour ce qui est du verre, je ne saurais pas vous dire, aucune idée. C'est inouï. Il n'y a pas que le verre. Une bonne partie des plantes est détruite, elle aussi. Eva Hoffmann est fleuriste. Et il ne lui reste plus qu'à éliminer les déchets. C'est vraiment un crève-cœur de devoir jeter tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? D'ordinaire, les assurances bâtiments et ménages couvrent les dommages que la grêle cause à l'immeuble. Je suis très inquiète. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je n'ai eu l'agent d'assurance qu'une seule fois. Alors je note tout. La marchandise détruite, les plantes. Quant à savoir comment ça va se régler et dans quelle mesure nous serons dédommagés, je ne peux vraiment pas vous dire. Le problème, c'est que les serres ne sont pas assurées contre les dégâts dus à la grêle. J'étais si contente de les voir pousser. Ces petits œillets sentent si bon. Ils étaient presque en fleurs. J'étais sur le point de les cueillir. Là, c'est un peu plus tardif. Les astères, les zinnias, les dahlias, on vient de les planter. Je les aurais récoltés en juillet-août. Mais il y a aussi des aspects positifs. Pour maintenir l'activité, des plantes arrivent depuis les communes voisines. Il y a beaucoup de solidarité. Plusieurs entreprises m'ont appelé pour savoir si j'avais besoin d'aide. Et je viens de recevoir la première livraison. Derrière toi.
Là, ça résiste. Les dégâts causés à Furth par l'orage de grêle se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est indescriptible, vraiment horrible. Que voulez-vous que je vous dise? Pour nous, c'est toute notre vie ce travail. On fait corps avec l'entreprise. On n'est pas du genre 9h midi, 2h 6h. On s'investit. Et voilà, tout part en fumée en 10 minutes. Et par-dessus le marché, il faut que je déblaye. Je ne trouve pas les mots. L'assurance a fait savoir au Hoffmann qu'elle ne prendrait qu'une petite partie des dommages à sa charge. L'indemnité couvrira tout juste la restauration de l'une de leurs 8 serres. Cela fait 1 an que Daniel Schmidt est aumônier à Furth im Wald. C'est une église du gothique tardif. La première pierre a été posée en 1725. Le toit et les vitraux ont été criblés par la grêle et il a fallu condamner certaines zones. D'après les registres, l'édifice n'avait encore jamais connu de dégâts pareils au cours de sa longue histoire. Regardez, c'est là qu'il y a le plus de dégâts. Ici, les grêlons ont vraiment été propulsés à l'intérieur de l'église, comme si on avait tiré sur nos vitraux. Et le verre au plomb est considéré comme particulièrement résistant. Il est difficile d'évaluer le montant global des dommages. Un vitrail coûte environ 30 000 euros, ce qui fait plus de 150 000 euros rien que pour les vitraux. Malheureusement, il n'y a pas que ça. De ce côté-ci, le toit a été très endommagé. Il est criblé de petits trous. Et la réparation de la toiture ira sûrement chercher dans les 500 000 euros. L'évêché de Ratisbonne assumera la majeure partie des frais. Pour le reste, la paroisse de Furth im Wald devra compter sur les dons. Cela fait 2 jours que Bastian, le chasseur d'orage, se déplace dans la région de Stuttgart à la recherche d'une tempête. Pour l'instant, rien à l'horizon. La chasse aux orages est vraiment une question de patience. Surtout quand une période orageuse ne se déroule pas comme prévu par la météo. Il m'est déjà arrivé d'attendre un orage pendant 8 heures. Aucun météorologue ne peut dire exactement où va éclater un orage qui ne concernera que quelques kilomètres carrés. Le problème là, c'est que les précipitations sont extrêmement localisées. À certains endroits, il a plu en mai 3 fois plus que d'ordinaire, alors que d'autres n'ont pas reçu une seule goutte d'eau. Il n'y a qu'à regarder le sol. Il est tout craquelé. Et le maïs n'est pas beau à voir. Il est sec comme de l'amadou. L'herbe est toute jaune et flétrie. Il n'a quasiment pas plu ici ces derniers jours. Violentes intempéries d'un côté, chaleur et sécheresse de l'autre. En matière de récolte, les agriculteurs s'attendent à ce que les pertes atteignent cet été les 40%. Bastian se concentre déjà sur la prochaine cellule orageuse. On peut voir à l'horizon les premiers cumulonimbus qui se forment au-dessus du Jura souabe. Ça se voit bien depuis Stuttgart. Sur le coup de midi, le soleil tape et il y a beaucoup de rayons infrarouges qui réchauffent le sol. Vous pouvez voir que je transpire pas mal en plein soleil. La terre aussi se met à transpirer et l'air s'élève. On peut dire que ça s'équilibre. L'air chaud monte du sol et l'air froid redescend. D'où ce bouillonnement que vous voyez à l'horizon. Là, j'attends la formation de la première vraie cellule orageuse. À quelques kilomètres de là se trouve Reutlingen. Allez, viens, Yuri. En 2013, un orage particulièrement violent a frappé le refuge pour animaux où travaille Heidi Renner. Bastian, qui se trouvait sur les lieux, avait photographié les dégâts.
Bonjour, monsieur Werner. Bonjour. C'est gentil de venir nous voir. Il voudrait maintenant savoir comment se sont passés les travaux de reconstruction. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de la catastrophe. L'orage de grêle avait presque complètement démoli le refuge à l'époque. À l'extérieur, tout était explosé. Le sol était jonché de tuiles tombées du toit et de verre, vu que les grêlons avaient cassé les fenêtres. Une énorme vague de chaleur avait alors déplacé vers l'Allemagne de l'air chaud venu de la Méditerranée, donnant lieu à un vaste front orageux. Certains grêlons étaient aussi gros que des balles de tennis. Dans la seule ville de Reutlingen, la grêle fera 75 blessés. Bon nombre de façades et de véhicules seront endommagés. C'était la première fois que la grêle faisait autant de dégâts en Allemagne. Bastian et ses amis, qui se trouvaient sur place, étaient aux premières loges. Le pare-brise de notre voiture a été touché. Nous avons tout juste eu le temps de nous abriter pour éviter le pire. Au retour, il y avait des branches d'arbres partout sur le sol. Quantité de voitures étaient arrêtées au bord de la route. Les lunettes arrière et les fenêtres latérales explosaient. La région a été paralysée pendant plusieurs jours. Au refuge, ce sont surtout les étages inférieurs qui ont souffert. À l'étage, c'était moins grave. Nous avons eu de la chance. Mais en bas, là où sont les chats, certaines pièces étaient carrément inondées, ce qui a causé beaucoup de pertes, bien sûr. Une fois que le toit est percé, l'eau s'engouffre et c'est très problématique. On a fait des photos. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Là, par exemple, dans l'espace réservé aux chats, il est tombé tellement de grêle que cet arbre à chat a été complètement démoli. Et ici, tout le toit a été laminé par l'impact des grêlons. Le terrain était jonché de débris. Le plus incroyable, c'est que des grêlons qui avaient déjà traversé le toit ont encore eu assez de vitesse une fois dans les enclos pour écraser les arbres à chat et le mobilier. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, pas à ce point-là. On ne savait pas ce qui allait se passer, ce qui allait encore nous tomber dessus. Partout, le vacarme était assourdissant. Ensuite, quand on a vu l'étendue des dégâts, on était vraiment sous le choc. À l'époque, la catastrophe de Reutlingen représentait les pires intempéries que j'ai vues de toute ma carrière de chasseur d'orage. En un rien de temps, les dommages s'élevaient à 3 milliards d'euros. Et ce n'était même pas une onde de tempête. Même des raz-de-marée qui avaient inondé des espaces immenses ont fait moins de dégâts que cet orage de grêle. La violence du phénomène me fascinera toujours. Un record absolu. Ce jour-là, à Reutlingen, Bastian a fait la photo de sa vie. Un grand moment, du moins pour un chasseur d'orage. Hans Staudner, exploitant agricole à Furt-im-Wald, a vu lui aussi ses installations détériorées par un orage de grêle. Cela fait 200 ans que cette ferme est dans le patrimoine des Staudner. On a construit le hangar en 2011, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit. Le lundi, après la tempête, c'est un voisin qui nous a prévenus parce qu'on n'avait rien vu venir. On est allé voir et tout s'était effondré. Le toit avait été soulevé et rabattu sur la grange. Le hangar, la grange, l'écurie, tout était par terre. Il y avait eu une alerte météo, mais il y en a souvent ces derniers temps, et on ne pensait pas que ce serait si grave. On attendait la pluie, mais rien ne venait, et la tempête a commencé peu après 4 heures de l'après-midi. Heureusement, le père de famille se trouvait alors à la maison et non pas dans la grange. Sinon, les choses auraient pu prendre une toute autre tournure. Il aurait pu être grièvement blessé, ou même tué. Il faut chercher un abri dans ces conditions. Le père de Hans Staudner, qui était dehors, a pu se réfugier sous un auvent pour voiture. Maintenant, le père et le fils essayent tant bien que mal de recycler les poutres de la grange. Heureusement,
Hans Staudtner est assuré contre les graves dégâts que la grêle a infligés au bâtiment. Pour ce père de 3 enfants, c'est un soulagement. Quand on leur demande, les anciens disent que c'est du jamais vu. Il y a toujours eu de gros orages, mais jamais comme ça. Pourtant, en 2017, les analyses des assureurs allemands mettent en évidence des dommages en légère baisse, alors même que les préjudices dus aux fortes pluies ont décuplé en un an. Ça fait peur quand on voit ça. Les météorologues disent que ça va se reproduire 2-3 fois par an. C'est donc de pire en pire. Avant, on n'assurait pas les surfaces cultivées contre la grêle. D'après mon père, la question ne s'était jamais posée. Maintenant, on a pris une assurance. Cela dit, Hans Staudtner ne sait pas encore quel sera le montant assuré pour ces 17 hectares. Mais vu l'étendue des dégâts, il n'a pas le choix. Officiellement, il est question de 100%. Et c'est vrai qu'il ne reste rien dans le coin. Tout est détruit. Regardez un peu le maïs, les céréales, les pommes de terre. Rien n'est resté debout. Un violent front orageux est annoncé, cette fois dans une localité de Rhénanie-Palatinat. Notre chasseur d'orage se met tout de suite en route. On approche du cœur de la cellule orageuse. En 1 heure, il est déjà tombé dans les 80 litres au mètre carré. On se dirige maintenant vers la zone de forte précipitation. En tout cas, on peut s'attendre à des inondations sur place. Là, les pompiers barrent déjà la route parce que la vallée sera inondée là-bas. J'aimerais continuer à cause de l'inondation. Je suis chasseur d'orage. Je fais ça depuis 8 ans, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Je voudrais descendre vers la route inondée. Prenez plutôt par ici, ensuite ça redescend et vous arriverez tout droit. D'accord, merci. Étant donné l'état des routes, les conducteurs ont du mal à gérer la situation, notamment dans les passages sous voie. Le problème avec cette eau boueuse, c'est qu'on n'évalue pas la profondeur. C'est-à-dire qu'à moins d'être bien renseigné, mieux vaut s'abstenir. Là, je ne peux pas dire s'il y a que 20 cm d'eau ou plus d'1 mètre. Si je m'engage là-dedans, je risque de glisser ou de m'enfoncer. Et ce sont les pompiers qui devront me sortir de là. Par ce temps-là, dès qu'on voit l'eau s'engouffrer dans ces passages, il faut renoncer. Quant à savoir si ces intempéries sont dues au changement climatique, les avis des experts divergent. Notre chasseur d'orage est convaincu que le déplacement des zones climatiques y est pour quelque chose. Bastian immortalise régulièrement les travaux de déblaiement. Les agences et les portails en ligne sont friands de ce genre de clichés. Et parcourir quelques 50 000 km par an a un prix. Nous sommes actuellement au sud-ouest de la ville de Siegen où nous avons filmé les inondations. Cette cellule est en train de se dissiper et il s'en forme de nouvelles sur les massifs montagneux de la Hesse. Elle devrait se déplacer vers le nord et le centre. Si on veut les capter, on ferait bien de continuer vers l'est et de prendre la route de Gießen. Fasciné par les forces de la nature, Bastian continue. Ce faisant, il côtoie souvent des gens bien obligés d'affronter ce chaos. On m'a rarement reproché de faire du tourisme macabre. En revanche, je comprends tout à fait que les victimes de catastrophes ne souhaitent pas être filmées. Dans ce cas, je m'abstiens, évidemment. Quand les gens viennent de subir une tempête, je ne vais pas me planter là, 10 minutes, un quart d'heure après, et me mettre à photographier leur toit effondré. Mais ici, les riverains ne se soucient pas de Bastian. Ils ont mieux à faire. Notre cour a été entièrement inondée. Ici, le salon de bronzage y a échappé de peu. Mais là-bas, les bureaux et les entrepôts ont été touchés.
Ici, la cave de cet immeuble est sous l'eau. Et voilà le résultat. Ça a été un vrai déluge. En l'espace de 2 heures, tout a été inondé. Dans le garage et devant le jardin, il y avait 50 cm d'eau. Là, on a commencé à paniquer. Pour moi, c'était une première. Je n'avais encore jamais vu les rues dans cet état. Les pluies se sont acharnées sur cette petite commune palatine pendant plus d'1 heure et demie. C'est particulièrement long. Comme il n'y avait pas de vent, l'averse faisait du surplace, d'où l'étendue des dommages. Un phénomène qui pourrait bien être aussi une conséquence du changement climatique. Est-ce que les phénomènes météo extrêmes sont en augmentation? Ou est-ce que les reportages, photos et autres vidéos sur Internet les rendent juste plus visibles? Avec toutes ces vidéos d'amateurs, on peut voir des orages de tout le pays. Le problème, c'est que tout est mieux documenté, filmé, partagé sur les réseaux sociaux. Alors les gens ont l'impression que le phénomène augmente. Tout d'un coup, je ne vois plus seulement ce qui se passe en bas de chez moi, mais aussi dans le village d'à côté. Il est là le changement. Statistiquement, il est difficile de mettre en évidence une augmentation des intempéries. Mais notre chasseur d'orage croit malgré tout au changement climatique. Le climat a beaucoup changé en Allemagne ces dernières années. Le courant jet, qui faisait circuler les fronts orageux et les zones dépressionnaires, est moins efficace. Le climat devient plus méditerranéen, comme en Italie, quand des orages de chaleur se forment l'après-midi, en Toscane ou sur les Dolomites, et se déversent très localement. Si le climat méditerranéen arrive ici, c'est que les zones climatiques se déplacent. Avec de lourdes conséquences. Comme ici, dans la région de Düsseldorf. Sur cette vidéo, on voit bien le danger que représente la tornade. Cette personne n'aurait pas dû s'aventurer à cet endroit. En fait, dès qu'on entend le coup de tonnerre et qu'on voit les débris voler autour de la zone, il faut s'éloigner et se mettre à l'abri. Tout à coup, la tornade peut prendre une vitesse de 60 ou 80 km/h. Et là, ce n'est qu'une question de secondes, même si elle semblait éloignée de quelques centaines de mètres. Tous les jours, Bastian doit évaluer le danger, surtout s'il est au beau milieu des intempéries. Heureusement, il ne lui est encore jamais rien arrivé. Le lendemain, Bastian est de nouveau sur les routes. Dès que je vois une cellule orageuse comme celle-ci, je fonce. Je me mets en mode chasseur d'orage. Et tout le reste passe au second plan. C'est comme si je me détendais sur la plage. Pour moi, chasser les orages est une forme de détente. Un soupçon de chance, et là, Bastian est dans son élément. Là, on voit bien que tant qu'il y a de l'énergie dans la masse nuageuse, l'orage reste à l'ordre du jour. Depuis 5 heures, je croyais pouvoir faire une croix dessus. Et voilà qu'une zone de convergence s'est formée sur le Jura souabe. Les vents entrent en convection au niveau du sol, l'air monte et cela donne des cellules orageuses. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la première cellule orageuse du jour. Il faut être prudent avec les alertes météo. Si les météorologues annoncent des orages pour l'après-midi et qu'on ne voit rien venir, ça ne veut pas dire, s'il fait encore lourd, qu'il ne va rien se passer.